J'ai appelé ça santé animale et agroécologie, même si synergie portait pas forcément sur l'agroécologie. Et puis, quelles questions de recherche on se pose dans Cotrae, voilà, au niveau du collectif. Alors, je voulais vous redire 2-3 mots sur santé animale, agroécologie. Je vous dirai ce que c'est qu'un groupe vétérinaire conventionné, parce que c'est ça le collectif local. Ce CASDAR Synergie qui s'appelait Synergie pour la santé animale des élevages biologiques. Donc quelques objectifs et puis surtout des résultats, les questions qu'on se pose et qui peuvent être posées aux chercheurs. Voilà. Alors, santé agroécologie et santé animale, si on fait de la recherche, de la biblio, il y a utiliser des races rustiques ou des races robustes et puis utiliser moins de chimie. Donc nous, on avait fait travailler un groupe d'éleveurs et de vétos sur ces questions-là. Et en termes de santé animale, agroécologie, c'est plutôt revenir sur de la cohérence sol, fourrage animal, donc des choses qui ont déjà été évoquées tout à l'heure. Respect de la physiologie des animaux. Les vaches, les moutons, des chèvres sont des ruminants. On en a du sel, des fibres, de l'eau, de l'argile pour les petits, etc. Bref, des grands classiques. L'individuation des prises en charge d'un point de vue santé, c'est-à-dire que dans une approche agroécologique, on ne peut plus traiter des lots massivement avec des tas de substances. On prendra en charge individuellement des animaux en bonne santé ou en train de devenir malades ou carrément malades. Et puis la notion de la compréhension par les éleveurs et par les intervenants des phases clés, par exemple les vaches en transition, donc en gros de 15 jours avant le tarissement jusqu'à 1 mois après le vélage. Ça, c'est un animal qui est en transition et là, il faut maîtriser ces phases clés. Pareil pour les nouveau-nés, etc. Et puis des aspects de biosécurité, limiter la rencontre animale pathogène. Alors là, j'ai juste L'autre jour, on a fait une formation sur le parasitisme et un véto et un chercheur de l'école de Nantes nous disaient au jour d'aujourd'hui, en 2016, quand une vache rencontre une limnée pour avoir la douve, c'est une faute professionnelle. Voilà. Et puis, en termes de biosécurité, effectivement, il faut limiter la rencontre animale pathogène en gérant l'introduction, l'hygiène, le nettoyage et la désinfection. En fait, il n'y a pas de grande révolution. Et puis, il y a la question des mélanges d'animaux d'âge différents qui fait question. Voilà. Avant, on disait il ne faut pas mélanger. Et voilà. Je vous le laisse en débat. Ce qui est ressorti d'un travail qu'on avait fait entre éleveurs et vétos, c'est la notion plutôt d'éleveur animalier. C'est plutôt l'éleveur qui en fait moins, mais qui en fait mieux. Alors là, on peut trouver des liens avec ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est, voilà, qui est observateur, qui évalue ses risques, qui est zootechniquement productif, c'est-à-dire qui maîtrise d'un point de vue de la zootechnie, des naissances, de la longévité, de la productivité. Voilà. Et puis moins de chimie, ça c'est quelque chose qui paraît assez évident, avec les enjeux qui sont de limiter les résidus dans la filière alimentaire, et puis de ne pas favoriser la création de résistance. Alors, vous avez tous entendu parler du plan éco-antibio, donc préserver les antibiotiques, notamment les critiques, et le deuxième chantier, enfin le chantier qui s'ouvre déjà maintenant, c'est réduire les résistances aux antiparasitaires. En ovin caprin, on est déjà dans un phénomène de résistance. Les chercheurs nous disent qu'en bovin, là, on est sur la crête de la montagne. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut agir pour que les résistances ne deviennent pas effectives. Voilà. Et puis donc, de ce point de vue-là, il faut développer des médecines que je vais appeler alternatives ou complémentaires. Et puis, la complémentarité des espèces semble être une piste intéressante. Faire pâturer des chevaux avec des vaches, des chevaux avec des moutons, c'est pas complètement stupide, notamment d'un point de vue du parasitisme. Pour nous, agroécologie et santé animale, il y a 2 axes indissociables. Une approche globale de la santé du système, tout ce qui est médecine alternative pour réduire la chimie. Les collectifs dont je vais parler pour une partie de mon propos, c'est les groupes vétérinaires conventionnés. Un groupe véto conventionné, c'est une association d'éleveurs qui passe un contrat, une convention avec un cabinet véto de statut libéral. Donc il y a 2 sociétés juridiques, 2 structures juridiques liées par une convention. Les objectifs, c'est de nouvelles relations. Un élément fort, c'est de supprimer le principe du paiement à l'acte, c'est que les vétos soient plus payés à l'acte, qu'ils soient payés d'une autre façon. C'est d'instaurer une transparence des coûts entre ce qui est utilisation de la ressource véto et fourniture de médicaments, d'huiles essentielles, etc. Une gestion mutualiste du sanitaire, une cotisation pour la santé. C'est essayer de permettre une prise en charge globale de la santé par l'éleveur et par le véto. Donc au-delà de l'acte individuel à faire sur la vache, comment on essaye de gérer globalement. Et puis, dans les objectifs de ces groupes, il y a former les éleveurs, susciter la coordination pluridisciplinaire des intervenants,
même si ce n'est pas quelque chose de facile, et essayer d'accorder à la prévention une place prioritaire. Et je le dis souvent, et ça fait le lien avec les intervenants précédents, le groupe vétérinaire conventionné, c'est la CUMA du sanitaire. Au lieu de mutualiser, ceux qui me connaissent savent que je le dis régulièrement, au lieu de mutualiser une automotrice, on mutualise de la ressource véto. Les objectifs, c'était de mieux comprendre les facteurs de maîtrise d'une approche globale de la santé des élevages biologiques, mais on a rapidement ouvert à des élevages étant pas en agriculture biologique, puisque tous ces collectifs, ils ne s'étaient pas montés sur l'agriculture biologique, ils s'étaient montés sur d'autres problématiques, et ils avaient en majorité ou pas des élevages en agriculture biologique. Nous, l'aspect qu'on a travaillé, c'est un aspect entre guillemets socio-technique sur c'est quoi la maîtrise. Et on n'est pas mécontent d'arriver à une sorte de définition, enfin quelque chose qui fait consensus. La maîtrise de la santé animale, c'est la capacité de l'éleveur d'interpréter des situations pour savoir quoi faire, comment le faire, d'anticiper quand il peut et de répondre à des problèmes pour garder un troupeau en bonne santé. On a au moins réussi à se mettre d'accord sur cette définition de la maîtrise de la santé. Et puis, essayer de voir quel est le rôle de ce groupe dans l'ensemble des ressources que les éleveurs peuvent mobiliser, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était vrai pour la CUMA, il y a ce qui se passe dans la CUMA, puis il y a tous les liens qui se font autour. Voilà. Alors, il y a 4 groupes qui ont été retenus. Ces 4 collectifs, ils ont été observés et, entre guillemets, comparés, en tout cas analysés. On a 2 collectifs avec des profils d'éleveurs hétérogènes, c'est plutôt les groupes conventionnés, et puis 2 collectifs plutôt homogènes par la thématique qui les réunit, les systèmes fourragers et l'homéopathie, pour simplifier, pour l'adage et le diwa. Alors, les points clés qui sont sortis, c'est, effectivement, c'est quel est l'accès, c'est des groupes qui ont voulu travailler sur la santé, quel accès j'ai à la ressource vétérinaire. Effectivement, il y a une différence forte entre les groupes vétérinaires conventionnés qui ont vraiment une convention et la ressource véto est présente, et les autres groupes de développement. Il y a la question qui est la genèse sur une thématique ou non. Et puis la question de l'homogénéité et de la diversité. Et puis l'autre question qui est sortie, c'est est-ce que les membres se connaissent ou pas? Voilà. Et puis comment ça se structure le travail autour de la santé? Il est sorti que globalement, dans les groupes conventionnés, il y avait un contrat global de service qui était l'élément principal de l'action sanitaire, et dans les autres groupes de développement, c'était plutôt la journée de formation qui était l'élément central. Même si dans les groupes conventionnés, il se fait de la formation, mais dans un groupe conventionné, l'élément structurant, c'est la relation entre l'éleveur et son véto et l'intervention régulière du vétérinaire dans l'élevage. Alors que pour l'adage et le groupe DIWA, c'est un fonctionnement qui est vraiment structuré par les journées de formation. Même s'il se passe des choses entre les journées de formation, c'est vraiment ça qui structure la relation. Pour l'AVEM et l'AVER, c'est ce que je viens de dire, c'est le cadre contractuel entre éleveurs et véto qui organise le fonctionnement, les visites, les passages du véto. Alors je ne vais pas lire les verbatim parce que voilà, ils seront dans le diaporama. Et l'objet de la relation, c'est la santé animale dans sa globalité. Deuxième type de fonctionnement, le fonctionnement structuré autour des journées de formation, avec là le rôle important de l'expert, alors qui est souvent extérieur, là, un aromathérapeute, un vétérinaire, qui est appelé entre guillemets par l'animatrice du groupe de développement et qui intervient dans les formations, qui apporte des connaissances, les fondements, les principes d'utilisation, et puis il peut y avoir une approche souvent par pathologie ou par spécialité thérapeutique qui va être fabriquée. Voilà. Et ce travail-là d'apport de connaissances, il est confronté à la pratique par des groupes d'échange de pratiques qu'organisent les éleveurs pour mutualiser leurs expériences, comparer ce qui marche pas, et puis avec les difficultés de la recette qui est vue en formation, comment je la décline dans mon élevage qui est un cas particulier. Donc ce qui ressort, c'est quand même globalement de la difficulté pour les éleveurs, au-delà de la journée de formation, de mettre en œuvre ces évolutions de pratique autour des médecines alternatives. Voilà. Comment ils font dans leur groupe d'échange de pratiques, ils circulent de ferme en ferme, et puis il y a toute une partie où chacun amène ses cas, quelqu'un parle d'un cas, les autres vont réagir, ça permet de suivre les cas de séance en séance, de voir comment ça a évolué, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. En dehors des journées de formation, quelles sont les dynamiques d'échange? Elles sont très variables entre les éleveurs. Donc l'AVEM, qui est donc un groupe conventionné brebis,
il y a de nombreux échanges entre les éleveurs, mais qui sont structurés par secteur géographique. Donc on voit que là, l'aspect du territoire, il rentre en compte. L'AVEM, c'est un groupe qui est étalé sur un rayon de plus de 100 km. Il couvre tout l'Aveyron, une partie de l'Hérault, une partie du Cantal, une partie de la Lozère. Forcément, les éleveurs, ils ne se connaissent pas complètement dans ce collectif. Et c'est par sous-entité territoriale que les gens se font des interconnaissances et vont plus loin au-delà de la journée de formation. Et puis, il y a l'aspect d'appartenance à d'autres réseaux qui jouent. L'appartenance au CUMA local, et puis ils ont un CETA qui s'appelle le CETA de l'Herbolais, qui fait de l'approche globale autour des systèmes, où ils sont livreurs de producteurs dans différentes laiteries, et aussi se retrouvent aussi dans d'autres réunions sur ces questions-là. Voilà. Et puis, on a été souligné la diversité des conseillers qui interviennent, voilà, les différents contrôles laitiers, etc., les commerciaux, etc. Et puis au niveau de l'AVER, c'est un groupe plus récent où il y a assez peu d'échanges entre éleveurs, de par la dispersion géographique et puis par l'hétérogénéité des productions. Et là, en fait, les éleveurs disent que ce n'est pas facile de parler de santé en dehors du groupe, parce que les gens sont dans d'autres systèmes de production ou dans d'autres types de relations avec leur veto, et on ne peut pas parler de... Enfin, en tout cas, on n'a pas le même niveau, soit de préoccupation, soit de connaissance. Et avec un recours aux techniciens qui est variable, qui est plus important dans la filière laitière. Donc là, la formation ressort comme quelque chose qui n'est pas un objet central, où il y a une participation inégale. Et par contre, ce qui ressort, c'est que dans ces groupes conventionnés, le veto, il a vraiment un rôle de passeur et de brassage des savoirs et des pratiques qu'il repère dans chacune des fermes. Et c'est un peu lui, en fonction de ce qu'il voit, quand il est questionné dans une autre ferme, il dit « bah oui, tiens, j'ai vu que dans tel élevage, l'éleveur a mis en œuvre telle pratique », et il passe un peu les idées, et après les éleveurs vont jusqu'à la rencontre, ou pas d'ailleurs. Hein ? Le groupe du DIWA, donc un groupe qui s'est monté sur l'homéopathie, très structuré, et ben il nous disait un peu, on est qu'entre nous, donc en fait, quand quelqu'un a une question, il prend son téléphone et il appelle un membre du groupe. Donc ils sont 12, ils sont sur un petit secteur, et donc ils deviennent tous expérimentés en homéopathie, donc ils peuvent être ressources pour les autres éleveurs. Pour eux, on le verra tout à l'heure, se pose la question de l'ouverture, c'est-à-dire que comment un nouveau membre rentre dans ce collectif qui finalement a augmenté son niveau de connaissance et de pratique. Voilà. Et puis l'adage a souligné qu'il y avait assez peu d'échanges entre les formations, de par la dispersion géographique, et puis que, en fait, l'objet principal, c'est le système herbagé, et donc... en fait, après, les gens, dans l'approche chantée, ils ont ce qu'ils ont vu en formation ou au sein du groupe, et puis l'approche classique qu'ils ont avec leur veto habituel, qui est un veto qui n'est pas nécessairement ouvert aux médecines alternatives ou pas forcément ouvert à une approche plus globale, quoi. Alors, le rôle des groupes dans la maîtrise de la santé, il est ressorti que, et ça c'est quelque chose que nous on avait déjà relevé dans d'autres projets de recherche, c'est que dans les groupes conventionnés, et ça faisait aussi partie des objectifs, c'est qu'il y a une autonomie décisionnelle assez forte de l'éleveur, ça a été voulu en apportant de la formation, en apportant de la compétence, pour que dans le dialogue éleveur-vétérinaire, l'éleveur ait aussi son mot à dire, puisse aussi interpréter, argumenter et discuter avec le veto, sur les causes des maladies, sur la conduite du troupeau. Et puis élargir au-delà de la santé à une approche plus globale de quelles sont les causes de la pathologie et ou de la santé dans l'élevage. Avec l'idée que, au-delà de l'aspect formation, l'aspect téléphonique, et ça les éleveurs pourraient témoigner, il y a une relation privilégiée qui est possible tous les matins à la permanence téléphonique. En gros, de 8 à 9, on peut appeler son veto pour rediscuter de quelque chose qu'on aurait vu en formation, qu'on aurait vu en visite, mais qu'on n'aurait pas mal compris ou pour lequel on a besoin de se rassurer. C'est exactement ce que dit l'éleveur là, c'est que l'éleveur il pense qu'il sait le problème, mais il a quand même la possibilité par sécurité d'appeler le veto pour retravailler la question ou vérifier s'il n'a pas oublié de détecter quelque chose. L'approche plus globale et préventive, c'est la notion d'essayer de faire une approche multifactorielle des problèmes, d'essayer d'être le plus possible en anticipation, avec l'idée d'essayer de voir comment, au-delà d'un certain seuil de maladie individuelle sur les animaux, on travaille au niveau du troupeau et on essaye de réfléchir sur la modification des pratiques au niveau du système d'élevage. Avec aussi l'idée de l'approche raisonnée des produits chimiques qui vont faire problème, l'antibiotique, les antiparasitaires, et pour aller vers des médecines alternatives.
Au niveau de ce qui est comment dans ces collectifs qui se sont montrés il y a très longtemps sur l'approche de la santé, on découvre, on expérimente sur les médecines alternatives. Il y a un usage très variable selon les éleveurs. C'est vrai que les éleveurs qui ont des cahiers des charges avec des contraintes, comme les éleveurs qui sont en conversion ou qui sont en bio, ils ont été longtemps assez moteurs. Et actuellement, je dirais qu'ils ont été moteurs sur ces thématiques-là. Et maintenant, dans les formations qu'on fait sur les médecines alternatives dans les groupes conventionnés, il y a pratiquement plus d'éleveurs en conventionnel, enfin pas en bio, qui sont dans ces groupes de médecine alternative. Et donc en fait il y a quand même de la percolation, c'est-à-dire que le travail initial qui a été fait par les gens qui avaient de la volonté de travailler comme ça dans le cahier des charges, en fait les gens en médecine conventionnelle viennent à ces médecines complémentaires. Voilà. Et le brassage il se fait suivant les différents modes d'élevage. Et nous, on tient assez et on est assez content d'avoir des formations où cohabitent les éleveurs, quel que soit leur cahier des charges, bio ou non bio. À partir du cas individuel que quelqu'un va expérimenter, il y a un moment, on essaye de consolider et de voir collectivement tout ce qui a été rencontré dans les élevages, à quel moment ça devient connaissance globale. Et là, l'élevance qui est donnée, c'est le groupe de l'AVEM, le groupe de l'Aveyron, qui a travaillé aussi sur les prairies multi-espèces et les métailles. Et en fait, ils se sont aperçus qu'ils mettaient dans leur métaille la veste de Sardaigne, qui s'est avérée toxique pour les moutons. Et effectivement, après, c'est devenu une connaissance commune de dire, dans les métailles, on met de la veste commune, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, on ne met pas de la veste de Sardaigne. Et ça, c'est devenu une expertise après collective qui fait partie de ce qui est échangé au niveau des éleveurs. Au niveau de l'adage et des DIWA, donc des groupes de développement, il est ressorti la difficulté de l'apprentissage collectif de médecines qui sont dures à pratiquer si on est seul, notamment l'homéopathie, où on est sur des processus où il faut beaucoup observer, il faut beaucoup noter, on est sur des processus longs d'apprentissage. Voilà, ça ressort. D'autant plus que, à un moment, la ressource extérieure, elle est partie. Elle était en formation, et à un moment, la ressource expertise, elle est plus disponible. On n'a plus à faire, le groupe d'éleveurs n'a plus à sa disposition la ressource collective des pairs qui sont en train d'apprendre et d'expérimenter. Voilà, avec l'idée donc d'apprentissage sur la durée, et puis qu'il faut de temps en temps essayer de confronter avec l'expert ce qu'on ne comprend pas entre éleveurs. Dans tous les groupes, ce qui est ressorti, c'est qu'il y a bien cette notion de co-construction de nouveaux savoirs autour soit de l'approche globale de la santé, soit des médecines alternatives, et plus particulièrement là, sur les médecines alternatives, d'homéopathie, d'aromathérapie, et que les savoirs, ils ne sont pas stabilisés du tout, et puis ils se construisent justement par la confrontation, ce qu'a apporté l'expert, ce que le groupe savait ou ce que le groupe est en train d'acquérir comme connaissance, et puis par l'échange de pratiques entre les éleveurs. Et effectivement, moins les groupes ont accès à de la ressource veto en permanence, plus ils ont besoin de faire de l'échange de pratiques. C'était vraiment le cas à l'adage et dans le groupe du DIWA, ils sont obligés de compenser, si j'ose dire, le manque d'expertise extérieure par de l'ingéniosité, si j'ose dire, en termes d'échange de pratiques entre eux. On pourrait dire, basé sur une approche écopathologique, c'est considérer la maladie dans le système d'élevage de façon globale et essayer d'en trouver les facteurs de risque. Ça fait partie de l'ADN de constitution des groupes conventionnés qui ont tout au début fait un travail de recherche sur ces questions-là, avec le rôle du veto qui est un passeur entre les éleveurs, de facteurs de risque qui reviennent souvent, de situations de prévention que les uns ont testées, qui ont l'air de fonctionner, et puis le recours aux médecines alternatives, il est en train de percoler entre, par exemple, les bio et les non-bio. Il se passe des infos, il se passe des protocoles de traitement. Et puis au niveau des groupes de développement, on a plutôt conclu que c'était un lieu d'approfondissement de nouvelles pratiques. C'est-à-dire que les gens expérimentent des choses et puis le groupe devient un endroit où on échange sur ce qu'on a fait, y compris avec le rôle des échanges des éleveurs hors de ce groupe. Voilà. Et dans les groupes qui n'ont pas accès à une ressource veto, il y a la question de gagner en autonomie. On a parlé tout à l'heure d'autonomie. C'est comment on peut gagner en autonomie par rapport à l'intervenant expert qui n'est pas tout le temps là. Voilà. Et puis jusqu'où l'autonomie est-elle possible et à quelles conditions? C'est vrai que les gens qui font de l'homéopathie se le posent assez régulièrement ces questions-là. Et puis comment essayer de renforcer le lien entre l'approche, les médecines alternatives et les médecines classiques, parce que ces éleveurs pas accompagnés par une ressource veto régulièrement,
ils ont affaire souvent à des contradictions, c'est-à-dire ce qu'ils voient en formation, les idées qu'ils ont de développement, et puis la ressource locale, des vétos et d'autres intervenants qui ne sont pas forcément au même niveau d'avancée sur ces questions-là. Conclusion de synergie, la maîtrise, dire je ne viens pas. La santé, ça nous conforte dans l'idée que la santé, c'est vraiment une notion d'équilibre, que la dimension multifactorielle, les éleveurs la comprennent et l'expriment dans leur discours. Les éleveurs soulignent qu'il faut avoir une capacité à observer pour corriger les problèmes, voire les prévenir, et puis il faut avoir surtout, et ça semble important, une capacité à échanger. Donc échanger avec ses intervenants et échanger avec ses pairs. Voilà. On a validé le fait que, et ça c'est quand même une nouveauté par rapport, quand on faisait ce travail dans les années 80-90, qu'on a déjà fait sur d'autres aspects avec d'autres chercheurs en sociologie, la dimension multifactorielle dans les années, il y a une vingtaine d'années, elle n'était encore pas complètement comprise. Maintenant, elle est comprise par les éleveurs. Tout de suite, ils abordent sur une question de maladie qu'il faut s'occuper de la litière, de l'alimentation, du microbes, etc. Mais en fait, par contre, c'est quand même souligner parfois la difficulté à agir de façon multifactorielle, c'est-à-dire pour résoudre un problème, à réussir à mettre en œuvre un certain nombre de pratiques dans un certain nombre de secteurs. Voilà. Les gens ont redit qu'ils avaient une volonté de renforcer les pratiques préventives et de réduire les usages des médecines allopathiques. Donc, en termes d'enjeux, les gens, dans leur discours sur la santé, ils ressortent bien ça comme enjeu. Et puis, il ressort aussi le temps long des essais de l'apprentissage, qui est parfois pas complètement compatible avec le fait que je dois résoudre un problème de situation qui peut même mettre en péril l'économie de mon élevage. Et puis, c'est poser la question de l'ouverture de ces collectifs, avec leur capacité à intégrer des nouveaux, voilà, des collaborations avec l'extérieur, donc la notion des frontières de ces collectifs, et puis la question de leur autonomie. Ce que nous a apporté, alors, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, parce que moi j'étais un peu tête de réseau, il aurait fallu questionner les groupes locaux. Alors j'ai essayé, moi, d'essayer de voir à mon niveau que ça avait apporté. Je pense que ça avait réapporté une méthodologie, l'approche sociotechnique que nous a proposé le GERDAL en essayant d'aller interroger les pratiques, les concepts, et les dynamiques socio-professionnelles dans les groupes. J'ai trouvé ça intéressant. Je trouvais intéressant le fait d'être dans une recherche-action, c'est de redonner la parole aux acteurs et les réécouter. Ça paraît trivial, mais je crois que c'est bien de le redire. Et puis l'intérêt des échanges et de confrontation entre ces collectifs hétérogènes, c'est une sorte de communauté apprenante, un peu comme aujourd'hui. C'est par effet miroir, ça a permis de se ressourcer. Et en fait, je pense que les acteurs des groupes veto, ils ont remesuré la chance qu'ils ont d'avoir de la ressource veto à disposition. Enfin, ils ont une chance, ils ont su la provoquer, les éleveurs. Jean-Marc et Magali pourront commenter, mais une agricultrice de l'adage disait nous, on aimerait avoir des vetos à notre écoute et à notre disposition quasi en permanence, quoi. Voilà. Et puis, alors ça, nous, on est contents. Et puis, je trouve ce qui est intéressant, c'est que ça nous incite à reformaliser les enjeux, les objectifs et les moyens. Et ça, pour des structures comme les groupes conventionnés qui ont 30-35 ans, je trouve que c'est hyper important. Parce qu'il y a des choses, ça fait partie du truc, on n'en parle plus et on les remet même plus en avant. Donc, je trouve que c'est hyper important dans un contexte où on a renouvelé, c'est comme pour les CUMA, quand on arrive à... il y a déjà des nouvelles générations, on a à renouveler, à transmettre à la fois côté éleveur et aussi côté veto. Voilà. Voilà pour Synergie. J'ai encore 2 minutes pour mes questions à la recherche ou pas ? Oui. Oui ? Eh bien, il faut. Il faut. Le collectif Scopav, c'est un groupe conventionné, Plaine et Mont du Forêt. Les questions qu'on se pose en termes d'expérimentation, on a une expérimentation dans les groupes conventionnés qui est souvent prescrite. C'est-à-dire le veto dit, tiens, on pourrait tenter ça en alternatif. Et comment on peut se servir quand même de l'émergence, c'est-à-dire comment ça peut remonter de ce que les éleveurs ont commencé à tenter. Voilà, comment les éleveurs formalisent leurs questions aux vétérinaires et comment on s'organise pour faire la recherche de nouvelles pratiques intéressantes. On a une expérimentation qui est prescrite, nous, par un accompagnateur. On a actuellement une expérimentation dans le cadre du PEP bovin-lait sur l'utilisation des huiles essentielles dans ce groupe et dans d'autres. Et effectivement, le mélange, c'est pas l'éleveur qui fait son mélange d'huile, il y a un mélange de 3 huiles qui a été réfléchi et le protocole, il est prescrit, voilà. On se pose des questions d'évaluation et de validation. À quel moment on est suffisamment content et c'est suffisamment efficace pour qu'on puisse mettre dans un protocole de traitement, voilà.
On se pose des questions de comment on peut extrapoler, transférer, alors toutes choses égales par ailleurs, parce que en termes de médecine alternative, on peut avoir de la satisfaction, mais est-ce qu'on a de l'efficacité? Ça c'est une vraie question. Alors les deux pistes, nous, qu'on aurait tendance à donner, c'est que on aurait tendance à envie de continuer à faire comme on faisait avant, à faire de l'écopathologie, c'est-à-dire à bien décrire nos systèmes d'élevage en disant, voilà, ce système d'élevage, il y a 10 000 litres de lait hectare, il y a des Holstein, elles mangent du maïs, et il y a des litières paillées, et là-dedans, de ce système-là, l'éleveur qui met en œuvre un protocole aromatique avec 3 huiles essentielles, il arrive à guérir une mamite sur deux tiers des mamites. C'est l'idée de contextualiser l'expérience pour que ça puisse être transféré ailleurs. Parce que, voilà. Et puis, l'idée de compiler ces différents cas de situations hétérogènes avec l'idée de voir si le résultat il résiste à la diversité. Et puis on se pose des questions de diffusion, comment on capitalise ces connaissances, comment on les rend accessibles. Je me suis toujours posé l'utilisation intelligente des nouvelles technologies. Je le dis souvent, il y a tellement d'utilisation à la con des nouvelles technologies. S'il pouvait y avoir une utilisation intéressante des nouvelles technologies autour des compétences, voilà. Et puis, c'est une question, là c'est plutôt moi, j'ai toujours cette question de comment on conceptualise la complexité et comment on la formalise. Et c'est pareil, je crois beaucoup à l'aspect multimédia pour mettre en image, en figure le système complexe, mouvant, bougeant. Voilà. Et puis, pour la profession veto, qui est une profession en transition, il y a un énorme chantier. Et puis, on a quand même toujours une difficulté. Autant sur les médecines alternatives complémentaires, les gens y vont très facilement. Ils sont très rapidement satisfaits sans qu'on ait évalué. Par contre, l'approche globale, préventive, lutter contre les facteurs de risque, là, il y a toujours un énorme boulot, y compris dans des groupes où on est tous structurés pour le faire.